Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'écran large. Je suis avec Mathieu pour débriefer d'un nouveau film de merde, mais promis, on aime bien le cinéma en général. Aujourd'hui, on va parler de Spiral, l'héritage de Saw, qu'on a malheureusement vu il y a pas longtemps, et on a été les désignés coupables et victimes pour parler de ce film. Et on a tous les deux souffert, on est d'accord, si on veut rapidement dire ce qu'on a ressenti. Oui, on a trouvé ça. Moi j'ai été assez déçu parce que j'en attendais comme un tout petit peu, parce que j'ai une petite affection, je trouve ça pas incroyable dans les grandes lignes. Enfin, c'est vraiment une des dernières franchises d'exploitation, un peu à la 90-2000 pour moi, qui existe encore, Saw, en mode comment ça peut encore marcher en fait, c'est la question. Et là, ils avaient quand même vendu une orientation un peu différente, on va dire, un truc différent, et bon, en fait, non. On va voir ça. Mon rapport à la saga, il est beaucoup plus froid, parce que je les ai tous vus, comme à peu près tout le monde, mais j'en ai franchement aucun souvenir. À chaque fois qu'on en parle dans la rédaction, je te dis c'est dans lequel qui meurt comme ça et tout, parce que j'ai tout oublié à part le premier et quelques scènes. Donc j'en attendais vraiment pas grand-chose. J'étais, on va dire, professionnellement, gentiment un peu curieux pour voir ce que ça allait donner, mais j'y croyais pas énormément. J'étais un peu curieux de Chris Rock et du cast dont on va reparler plus tard, mais j'en attendais rien, j'ai quand même été déçu, voire plutôt exaspéré, comme je suis ressorti en me disant que c'était quand même une immonde daube. Donc par où commencer pour dire déjà d'où vient ce projet? Peux-tu nous raconter d'où vient cette abomination? Oui, c'est assez bizarre d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que bon, on voit vraiment Saw comme une sorte de méga franchise, parce qu'il y a eu les 7, et ensuite il y a eu Jigsaw qui était bon, un spin-off, mais bon en fait tu sens que c'était en mode bon, tâte leur terrain pour voir si on peut pas en refaire un après le chapitre qu'on a appelé chapitre final. Et sauf que là en fait c'est carrément Chris Rock qui donc vient du stand-up, il a pas mal joué dans pas mal de trucs, alors moi je l'ai pas vu dans grand chose, mais je crois que toi tu l'as vu dans plus de trucs. Toujours, Today in Paris, Fargo, à New York de Julie Delpy, Fargo il y a pas longtemps effectivement. Mais... et c'est lui qui est venu en tant que fan autoproclamé de la saga Saw, avec un genre de traitement. Quand il est arrivé, il a dit salut, j'adore, venez on fait un film. Il voulait apparemment mettre une petite case horreur dans sa... Ouais. On peut pas lui reprocher de pas vouloir diversifier ce qu'il fait en soi. Non, clairement. Ouais. Donc c'est assez amusant, c'est assez rigolo. Je crois que c'était avant, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était avant qu'ils mettent un peu en branle Jigsaw, justement. Ouais. Ok, donc ça remonte à un paquet d'années quand même. Ça fait quelques temps. Je pense que de toute façon il y a eu beaucoup de réécriture, hein. Il est pas seul au scénario, il y a Pete Goldfinger et Josh Stolberg qui ont dû, je sais pas, réécrire les dés, enfin ils écrire ensemble. Je pense qu'il a loin d'avoir tout écrit, il a dû écrire. Oui, il a donné l'impulsion initiale et voilà. disant je veux jouer dedans, et voilà quoi. Exactement, il a peut-être d'ailleurs donné quelques orientations dont on va parler plus tard, mais qui sont un peu inédites, on va dire, pour la saga. Elles sont étranges. Et il garde aussi, il a eu le poste de producteur exécutif, du coup, donc bon, en vrai, il a quand même un sacré pouvoir sur ce film-là, et sa personnalité. Donc il est clairement responsable, c'est ça qu'on est en train de dire là. Mais il y a un autre responsable, qui est du coup Darren Lynn Bousman, hein, qui avait réalisé le 2, 3, 4, et comme on disait d'ailleurs avant la vidéo, mine de rien, lui, il est arrivé sur la saga Saw de façon un peu... Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que ce mec-là, quand même, il est arrivé, il avait écrit le traitement d'un film quand c'était un jeune mec fauché qui s'appelait The Desperate, je crois, et c'était un truc avec des gens piégés dans une maison, un jeu de massacre, et Twisted Pictures a dit c'est cool, on va faire un truc, et ils se sont dit ah par contre on vient de sortir Saw qui cartonne, on veut faire Saw 2, on n'a pas le temps de l'écrire, on n'a pas plusieurs mois, du coup est-ce que tu peux réécrire vite fait ton truc? Et de fil en aiguille c'est devenu Saw 2 qu'il a réalisé, et voilà, donc le mec il a été catapulté dans Saw, et aujourd'hui c'est celui qui a été chargé de relancer Saw pour la 14e fois. Oui, parce que du coup c'est lui qui a lancé le côté franchise un peu qui s'arrête jamais, quoi. Les producteurs et Twisted Pictures, bien sûr, mais je veux dire c'était l'exécutif derrière ça. Un peu moteur là-dedans. Voilà, c'était l'exécutif derrière ça. Et donc voilà, il revient derrière la caméra pour un résultat qu'il promettait comme très différent, mais qui aurait été ne l'est pas tant que ça. Oui, parce qu'on nous vendait vraiment une forme de... Enfin moi j'avais pris ça comme une forme de réécriture de Renaissance un peu plus sérieuse, un peu moins... En fait c'était un peu un reboot pour effacer, je pense, en tout cas dans la perception que j'avais, le côté torture porn un peu bas de gamme pour revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, d'où le casting et tout ça. Et on voit au contraire que c'est pas du tout le cas, puisque ça a effacé tout un truc un peu fun de torture porn qui était quand même l'atout de la saga, pour en faire un truc qui est semi-sérieux mais largement grotesque, qui va à aucun niveau. Et on peut commencer déjà en parlant de, je sais pas, est-ce qu'on parle des pièges par exemple, parce que c'est quand même un truc important dans la saga. Moi perso j'étais hyper déçu parce que il y en a très peu, ils sont pas très drôles, et surtout je ne ressens pas du tout... Moi, ce que je trouvais assez drôle et sadique dans la saga, c'était le fait que tu avais toujours un peu l'impression perverse qu'ils pouvaient potentiellement s'en sortir, que c'était étiré, tu avais un faux suspense, juste avec globalement tous les gens allaient crever ou ils allaient perdre un morceau de leur corps, voire deux, mais c'était pas catapulté comme dans Spiral où vraiment à chaque fois les séquences durent franchement moins d'1 minute. C'est très vite en accéléré, tu as déjà toujours le processus de la voix qui t'explique et tout ça. Finalement, le plaisir pervers et l'inventivité gore et les corps tordus et tout ça, c'est quand même très court et rapidement il y a une exécution, fin, on passe à la suite.
En fait, tu les retires, ça n'enlève vraiment pas grand-chose du film. Oui, c'est vrai que dans les précédents, en fait, c'était totalement improbable. Parce que dans le 6, je crois ils ont pour les avoir revus récemment pour un dossier, ils ont genre littéralement 1 minute pour genre se couper un bras et des petits bouts de chair. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'était devenu ça, le plaisir. Mais, en fait, c'est ça. Parce que le partir du, déjà dès le 2-3, ça devient complètement décomplexé. C'est-à-dire que c'est vraiment du gros biscuitage. On s'en fout. Quel est le pire qui pourrait arriver? Et aux ça, c'est le point de inserts, départ et c'est de pire en pire. Dès qu'il peut se passer un truc gore, tu sais qu'il va se le passer. Donc voilà, c'est-à-dire que même quand le personnage principal il meurt, le dissèque pendant à peu près genre une demi-heure, c'est. Oui, puis t'avais toujours parfois des touches d'ironie vraiment dégueulasses où en fait ils arrivaient pas, je sais pas, quand ils se battaient pour mettre dans la balance le poids de leur culpabilité ou je sais pas trop quoi. Du coup, il y avait le mec qui avait dû un gros ventre qui le coupait, elle allait se couper un bras. Du coup, t'avais un truc un peu vraiment de. Tu sentais les scénaristes qui disaient qu'est-ce qu'on pourrait faire d'horrible. Ouais, c'était vraiment du cinéma d'exploitation pur jus en fait. Genre vraiment. Totalement assumé, Donc c'est ça qui était. Ce qui en faisait un truc un peu un ovni dans les grosses franchises d'horreur contemporaines qui aujourd'hui copient un peu Marvel quoi. Et là en fait comme tu dis ils sont un peu le cul entre deux chaises. Le truc en fait surtout qu'il y en a assez peu des scènes de torture. Franchement il y en a quoi, sans spoiler il y en a 4. Ouais, 3, 5 4. grand max, franchement. Sachant qu'il y en a qui sont vraiment anecdotiques. Oui, c'est ça. Voilà. Il y en a vraiment très très peu, quoi. C'est assez étonnant parce qu'en plus, dès le début, parce que c'est pas un spoil, mais dès l'introduction, en fait, c'est saut. Enfin, on se dit, en fait, c'est revenu aux bonnes vieilles habitudes, quoi. C'est monté comme un piège de saut, ça ressemble à un piège de saut, ça a le goût d'un piège de saut, c'est un piège de saut. Mais c'est pas. Enfin, il y a rien de. Parce que dans le 7, mine de rien, je sais que le film est détesté et compagnie, et puis à juste titre, hein, évidemment. Mais il y avait quand même quelques pièges, notamment celui dans le garage qui me fait vraiment rire, moi perso. Genre, il y avait vraiment quand même une montée en puissance de la générosité, quoi. C'était n'importe quoi. T'as fumé du cannabis, tu te fais arracher 3 membres et décoller le dos au truc, c'était délirant. Ça se prend un peu trop sérieux. Du coup, au final, t'as même pas ce crescendo de les pièges qu'il y a à la fin. Ils sont même pas si fous. Ça pourrait être un bon piège de départ à la limite, mais tu n'as pas cette gradation pour arriver à des trucs complètement incroyables et sanglants et cruels. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense qu'il y en a au moins un qui est vraiment gore, genre qui est vraiment fun et gore. Alors, il est monté avec le cul, mais en vrai, ça a été le cas. Enfin, les 95% des pièges de saut, ils bousillent tous leurs effets gore. Elle avait filmé comme un clip MTV, ce qui est ironique parce que c'est un truc qu'ils faisaient dans le premier pour masquer le manque du budget. Alors Saw, ça a jamais eu un budget de fou, mais ça a quand même augmenté. Et ils ont littéralement basé leur esthétique sur un truc qui était du système D en fait. Exactement, parce que juste pour que tout le monde l'ait en tête, ce film-là a coûté 20 millions, c'est-à-dire 20 fois plus que l'original. Exactement, c'est à peu près ça. Ouais. Peut-être il avait coûté 1,5 million, je crois, le premier, un truc comme ça. Ouais. Mais ce qui est ridicule, enfin c'était rien quoi. Et là, ils ont plus d'argent, mais ça reste des vieux inserts à l'arrache qu'on comprend rien. Et c'est un peu dommage que ce soit aussi mal filmé, mais en même temps, je trouve qu'il y a un effet gore qui est pratique. C'est-à-dire que franchement, en Jigsaw, à la fin, il y a un effet gore numérique qui est dégueulasse. Genre vraiment, c'est hideux parce qu'en fait, quand tu fais des effets gore comme ça en gros, en fait, quand t'as besoin d'un gros plan pour faire un effet gore, le numérique, ça marche sur les effets gore qui sont vachement en loin, tu vois. Ça marche sur certaines destinations finales parce que voilà, il se passe plein de trucs et tout. Mais dans les Saw où on est vraiment dans du post-torture porn, vraiment de près, c'est de l'exploitation. Et tu te dis non. C'est du gros plan. Alors que là, je trouve qu'il y a une scène en particulier. Du coup, je vais pas spoil parce que c'est vraiment la meilleure pour moi. De main et de doigts, disons. Voilà, c'est ça. On voit quand même ce qui se passe quoi. On fait oui, mais tu vois, mon problème, et on va finir là-dessus parce que tu as tort, j'ai raison. Elle est beaucoup trop courte. C'est qu'à la fin, le truc se termine. On se dit en fait, c'était juste ça. Donc finalement, je trouve ça assez décevant. Globalement, ce que tu dis aussi, c'est le problème qu'on a avec ce film, c'est la mise en scène. C'est que très régulièrement, alors déjà, ça reprend les effets tout pété des vieux kits des années 2000 qui étaient basés déjà sur une esthétique qu'on a envie de brûler aujourd'hui, mais surtout sur le manque d'argent. Et je pense, il y a des moments, ça ressemble vraiment à 13 fantômes, des trucs pourris comme ça où t'as des flashs et tout. C'est moins douloureux que 13 fantômes aussi pour l'avoir vu récemment. Ouais, mais c'est moins fun. Franchement, il n'y a pas une mise en scène, une mise à mort aussi drôle que 13 fantômes quand le mec il est coupé en deux. Mais c'est un autre sujet. Et surtout, il y a des effets parfois ultra premier degré de ralenti d'emphase sur l'émotion, parce que mon Dieu, et il y a un plan ridicule où Chris Rock il marche dans un couloir éclairé en vert, ça dure des plombs, c'est gênant, on dirait vraiment Vin Diesel qui va un Oscar dans Fast and Furious 9 quoi, c'est la même emphase sur quelque chose qui est censé être sérieux et crédible mais qui l'est pas du tout, et il marche vers la caméra à ralenti, on se dit stop, et régulièrement le film il y a ces trucs là, il y a des effets de vraiment de surenchère, de premier degré, de solennel, de gravitas, alors que le film n'est pas crédible pour un sou, on va en reparler plus tard, mais ça, clairement, la mise en scène, elle atomise entre le manque de gore, d'inventivité et de fun, et ce truc parfois où les gens, ils parlent, ils s'engueulent, ils jouent des trucs, on dirait qu'ils jouent dans des dramas de commissariat, et en fait, on a juste envie de rigoler, donc à aucun moment, ça arrive à faire quelque chose de tous ces acteurs et de toutes ces intrigues, je trouve. Hein. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est appliqué à tous les champs sur lesquels on peut s'attaquer au film, c'est-à-dire que ça a vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que les mises en scène dans les pièges, c'était un peu comme c'était avant, genre, ils font 3 tours autour du mec, accéléré x 14, t'as 17 inserts sur chacune de ces parties de son corps, et celui qui fait
Et d'autre côté, bah, comme tu dis, il y a un côté un peu super sérieux quand ils sont pas dans des pièges. Ce qui du coup nous fait arriver aussi au scénario qui lui-même est un peu sur ce truc-là, Oui. quoi. Et un des gros problèmes, c'est que on va pas te dire du tout le ou les twists ou le ou les coupables ou quoi que ce soit, mais tous les gens qu'on connaît qui ont vu le film dans l'équipe, on a tous vu venir la fin. Et pourtant, je pense que perso, je ne cours jamais après la fin, j'adore être surpris. C'est pareil. Et très rapidement, je me suis dit, mais ça peut pas être ça, tellement c'est trop évident. Et en fait, on dirait que c'est un film qui ne considère pas qu'on a déjà vu des polars et des thrillers à twist, ou d'autres régulièrement, ou d'autres sauts. Et il y a des choses, parfois, des personnes qui font des trucs te disent, mais ça c'est trop énorme. Et clairement, c'est mis dans la scène juste pour que je fasse pas attention, mais c'est tellement chier que je vois que ça. Et forcément, ça aura un sens. Et 5 minutes après, on se dit, je me demande comment ça a pu arriver. Et quand les trucs arrivent, déjà, ça n'a pas de sens, c'est complètement ridicule. Et puis surtout, c'est prévisible. Donc, tout ce plaisir un peu débile des vieux sauts, on se disait, c'était tellement débile que c'était impossible que je devine, mais au moins c'est amusant. Là, c'est même pas le cas. On arrive à la fin en se disant, tout ça pour ça, en plus. Oui, surtout pour un climax qui n'a aucun sens. Genre, franchement, du coup, on va pas le détailler, mais vraiment, on passe son temps à se dire, mais quoi? Pourquoi il fait pas ça? Quel Vraiment, sens? Tous les personnages ont des réactions qui n'ont pas de sens, c'est vraiment bête. Et ça se termine, on se dit, bah en fait, c'est pas terminé. Enfin, je veux dire, en fait, c'est. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Hein. Vraiment, les 6 dernières minutes, je pense que c'est un what the fuck ils sont total. en roue libre, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et avec la musique, essayer de rajouter de l'emphase et tout, parce qu'en fait, spectaculaire. ils veulent absolument terminer sur le final à l'assaut, quoi. Je me rappelle plus s'il y a la fameuse musique, mais bon, c'est un peu la même. Je crois qu'elle est évoquée à un moment dans la partition musicale, sans être trop remis sur le devant, mais ouais. Mais bon, voilà, c'est assez catastrophique. Et dans les trucs que toi t'as remarqué qui sont un peu différents de Saw, où tu sens justement l'envie de changer la formule, toi je sais que la photographie c'était un peu titillé. Ouais, bah on voyait beaucoup, même les affiches, hein, elles misaient tous là-dessus. C'était... bah, on va quand même être d'accord pour dire que tous les sauts sont quand même globalement très très moches, très très laids. Oui. Jusqu'au 3-4, c'est vraiment de l'esthétique MTV cramé, faux DV quand même en pellicule, vraiment les années 2000 quoi, in a nutshell. Et après, bon, c'était téléfilm quoi, c'était vraiment décor super fade. Et là, on sent qu'ils essayent ils assument beaucoup plus leurs références. C'est-à-dire que le premier saut était on voyait que c'était sorti quelques années après Seven, il y avait le côté un peu sale. Oui, et puis le côté enquête, ouais, voilà. Surtout. Et là, il récupère, déjà c'est un peu plus thriller que le reste, et esthétiquement, il récupère beaucoup plus l'esthétique du film de Fincher. Tout est orange, vraiment, il y a le côté crépusculaire, on va dire. Ouais. Mais, comment dire, le niveau de subtilité à peu près aussi. Non, mais c'est ça. En fait, tout le reste. faux. C'est-à-dire que tous les décors, t'as des scènes où quand il y a pas des touches d'orange, c'est orange. Il y a un couloir qui dit vert sans aucune raison, à part juste tu veux faire un beau plan et un beau screenshot qu'on pourra mettre dans nos articles pour dire que c'est un film de merde. Et t'as des moments où vraiment tous les décors, ils font tellement cliché new-yorkais. Le père du héros, il vit dans un appartement qui est un énorme open space avec des super stores, avec que des murs en briques trop beaux, avec il y a toujours un peu de fumée et tout. C'est ultra léché à un point où ça devient ridicule. Surtout qu'encore une fois, il y a rien auquel se raccrocher, donc on passe notre temps à se dire vraiment, mais quel est cet endroit, quel est ce commissariat, et c'est quoi ce truc qui sort d'un vieux Z des années 80. On dirait Silent Hill orange. Ouais. C'est très méchant quand même, parce que Silent Hill, même les pires, même Homecoming, c'est mieux que ça quand même. Donc ouais, du côté photo, on sent qu'ils essayent un peu de faire un peu différent, et surtout ils mettent vraiment l'emphase sur le côté thriller et polar. Ouais. Donc, ils veulent s'échapper du torture porn dans lequel voilà. On est tout le temps depuis le début. Donc dans le premier saut, il y avait un côté enquête qui était entrecoupé, qui était clairement le truc de deuxième plan qui était moins intéressant. Le premier n'est que très peu un torture porn. C'est un thriller qui est très inspiré par cette esthétique, mais en soi, c'est surtout les suites qui ont transformé ça comme ça. Alors que là, vraiment, ils essayent de faire exister tout un commissariat avec une bande de flics qui ont des conflits avec un passé dans le commissariat, avec un truc de génération, avec vraiment un jeu d'enquête. Ils prennent la voiture, ils vont dans un recoin, ils trouvent un truc accroché dans une rue, et puis ils repartent, et ils vont dans les dossiers et tout, mais c'est genre les trucs les plus chiants des films les polars et les thrillers, que eux essaient de recycler sans une once d'imagination, en faisant jouer tout le monde comme dans un Shakespeare. Tout le monde gueule dans ce commissariat, quoi. Tout le monde passe son temps à se hurler dessus en surjouant à un degré, mais c'est vraiment un degré de kamikaze. Et ça prend plus le pas que sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes de massacre parce qu'il y a beaucoup de toutes ces merdes là où les gens ils hurlent au premier degré, quoi. Et moi j'ai trouvé ça hilarant. Ils alignent tous les poncifs. On dirait, tu sais, les 21 et 22 Jump Street, ils parodient les cop shows un peu. Là, c'est pareil, sauf que la parodie est involontaire. C'est-à-dire que, clairement, t'as le mec qui serait joué par Ice Cube dans ces films-là, qui est je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais qui joue un peu la commissaire. Marissa Nichols, c'est pas possible. Hein. Genre vraiment, il débarque ce mode on a du sang de flic sur les mains, et genre ils s'engueulent la première confrontation entre eux, ils se hurlent dessus, c'est vraiment à deux doigts s'ils jettent pas une fenêtre à travers, une chaise à travers la fenêtre en disant j'en entendais parler hier, tu sais que nous sommes en désaccord. Mais oui, je sais.
Et donc voilà, et surtout, ils sont crucifiés par les performances des acteurs qui sont tous en roue libre. Alors faisons avant préambule de, c'est un des castings les plus impressionnants de Saw parce qu'il y a Chris Exactement. Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, bon pas Marisol Nichols, mais il y a des gens quand même, on se dit, ils ont un peu, c'est ça aussi qui donne l'impression qu'ils essaient de réinventer, de passer Ouais. un peu un level. En se disant, Samuel L. ça va être Jackson, un ça a thriller. marqué quand même. Je veux dire, le Ah fait ouais, qu'il casse qu'est-ce un qu'il acteur fout de là, cette quoi. trempe dans Bah ouais, c'est Saw, ça. on se disait quand même, alors que dans les précédents, c'est le casting. Voilà. Oui, le casting, c'est toujours des télé, catastrophes. Enfin, c'est souvent des gens qu'on a un peu vu dans 15 trucs et tout ça. Et là, clairement, Samuel L. Jackson, ça aurait pu être un Bruce Willis des dernières années, des films pourris que t'as vu, genre Cosmic Sin. Parce que le mec, il vient là pour cachetonner, il joue littéralement Samuel L. Jackson et le réal l'a dit qu'on dirige pas Samuel L. Jackson parce que le mec, bah, il est là et il fait ce qu'il fait. Ils lui donc, mettent un petit Wanna Play a Game, motherfucker, pour mettre dans la exactement, il bande-annonce. dit motherfucker dans une scène sur 4 et il est ridicule. Il y a des moments vraiment dramatiques où il est censé, il s'énerve contre des flics par rapport à son fils dans une scène qui est magique d'absurdité et il joue mais c'est en roue libre totale et mais bon en tout cas sur le papier le casting était un peu intéressant mais à l'écran c'est ridicule. Alors notamment Chris Rock parce que Chris Rock a essayé de faire un virage avec Fargo saison 4 où il prend une carrière un peu plus intéressante, en tout cas il sort de sa zone de confort et en tant que comique il a fait des trucs super mais là c'est pas possible. Je pense que s'il a pas un radis c'est qu'ils vont lui créer une catégorie spéciale là, franchement. J'ai vu dans aucun rôle. On m'a dit qu'il était plutôt bon acteur, même quand il jouait pas la blague, tu vois. Ouais. Et là, c'est quand même ahurissant. En fait, il surjoue en permanence. En fait, il s'amuse tellement dans un script qu'il a plus ou moins écrit. Et surtout, il s'amuse beaucoup en flic. Tu sens que vraiment, il s'éclate à jouer le flic un peu, le seul qui est pas ripou, tu vois. Il devait en rêver depuis qu'il était gosse et il joue comme un gosse quoi donc c'est n'importe ahurissant. quoi. Toutes ses réactions sont sur. C'est un truc mais de moi, fou, vraiment, quoi. j'ai cru que la première demi-heure qu'il allait gueuler tout le temps quoi. À chaque fois qu'il Exactement. parle, il doit hurler pour dire que, gueuler, parler très fort. Du coup, il embarque tout le monde dans son truc, ou alors tout le monde s'est embarqué, ou le réal, c'est pas possible, il était aveugle les sources ce jour-là. Mais du coup, ça donne un côté cirque constant dans un décor qui est complètement fake, avec des personnages auxquels tu crois pas et des allures auxquelles tu crois pas. Tout est suréclairé en Et studio. des scènes enfin, qui sont du coup mais nanardesques, j'ai des flashs de la séquence où ils font un flashback et en fait pour montrer que Samuel L. Jackson et Chris Rock sont plus jeunes, Oui. Chris Rock il a une casquette à Mais l'envers oui, c'est et génial. Samuel L. Jackson il a Franchement. une moustache. On dirait un sketch du Saturday Night Live. Vraiment, il y a des moments où on dirait un sketch dirait parce que c'est vraiment les une mêmes blague. décors pourraves et des Ouais. gens qui font n'importe quoi. Sauf que là, on dirait qu'ils sont pas conscients que c'est ridicule. Ce qui est vraiment très douloureux, quoi. Est-ce qu'on évoque aussi une des petites touches politiques du film sur lequel Oui, alors le ça, scénario c'est vraiment essaye le- de s'attarder? On peut pas leur reprocher de pas avoir essayé de tenter. C'est le seul truc sur lequel ils tentent vraiment quelque chose avec l'esthétique, c'est que ils veulent s'emparer des questions, on va dire, enfin je dis d'actualité, mais en fait c'est des questions qui sont toujours d'actualité. Oui, c'est... Le fait est que là, dès le début, cette première scène avec ce dialogue complètement hallucinant. C'est vrai. Tu sens qu'ils veulent mettre une touche politique Ouais. dans les films qui est pas du tout subtile. Commenter dans le climax, monde et- ouais. voilà. Commenter, on va dire, ouais, c'est ça. En gros, il y a tout un truc sur cette première scène où il critique, il commente de manière un peu entre potes toute cette culture un peu woke où on remet tout en question politiquement, En sur prenant le l'exemple politiquement de correct, incorrect, en parlant de Forrest Gump. Forrest Gump, donc waouh, l'audace totale, en disant un truc qui est un peu, même pas, en plus qui n'a aucun rapport avec le personnage déjà, avec le monde, ça n'a aucun sens, on dirait vraiment un sketch qu'il a gribouillé entre 3 bières et 2 joints un soir à Chris Rock avec ses potes et il s'est dit après, Lionsgate, j'ai une super idée, et voilà, que c'est devenu la scène d'intro. Mon Et Dieu. ils ont dit oui. Et mais globalement, ça joue du climat. Enfin, ça focus sur le climat des tensions raciales aux États-Unis entre, avec des personnages de flics qui sont noirs dans un commissariat, dans un quartier chaud. Comment les forces de l'ordre font régner l'ordre. Où est la limite quand tu veux faire le bien? Est-ce que quand tu commences à faire le mal pour le moindre mal, tous les trucs qu'on a vus 50 fois et qui sont faits de manière lourdingue, jusqu'à la fin où vraiment, je pense qu'ils se sont dit, on a refait les nuits des morts vivants. Enfin, un truc super malin mais c'est pas malin du tout. Donc voilà, c'est une touche qui est un peu politique et censée être intelligente. Peut-être que c'est là qu'ils se sont dit que le film avait une personnalité, peut-être. Ouais. En fait, on dirait qu'ils le rajoutent parce qu'il faut le rajouter. Genre, ils se sont dit au début, ils ont fait une réunion, ils se sont dit, bon, il faut qu'on parle des violences policières parce qu'on fait un film sur On n'a des pas le flics qui se font buter par un... Et Peut-être que quelqu'un s'est dit, avec une idée pas intéressante, si on greffait ça sur Saw, parce que ça peut être intéressant, Ouais. c'est peut-être là qu'ils se sont dit, ce sera la plus-value, sauf que Oui, encore une fois, c'est totalement pas... C'est oui, pas ça aurait pu inintéressant. marcher, ouais. D'ailleurs, tu sens qu'ils veulent revendiquer absolument d'en faire la particularité de ce film, quitte à complètement renier le reste de la saga, parce qu'il y a un moment, il y a un dialogue, c'est Minghella qui parle avec Chris Rock, et Chris Rock en fait lui dit, mais en fait, ce serait pas Jigsaw, quoi. Enfin, il pense que c'est Jigsaw logiquement, parce que c'est le même modus Oui. operandi, et Minghella lui dit, non, ça peut pas être Jigsaw, il tuait pas de flics. Je crois d'ailleurs c'est le contraire, je crois que c'est Chris Rock, c'est encore pire, je crois qu'il lui répond non. Ah, Il dit, je ne sais non, plus. il s'intéresse pas aux flics et tout, effectivement. Je ne sais plus, mais quand tu regardes
Genre, là, Combien de flics a-t-il attaqué c'est quoi. littéralement la moitié de son body count, Ouais. c'est un truc de fou. Tu sens qu'il pousse cette dimension-là sans en fait lui faire raconter quelque chose. Hein. Ouais. C'est pas compliqué. C'est juste vu que ça parle de flics et que en plus, bah voilà, il faut que ça en parle. Donc ça en parle, mais c'est tout. Ça dit rien. C'est assez terrible, d'autant que bah c'est quand même des sujets qui sont vachement pris. Alors je l'ai pas vu, mais je sais que par exemple la série Antidisturbios de Soroyan, enfin ils sont quand même la concurrence en face Qui est un peu plus crédible du coup. voilà, qui est vraiment qui est crédible, qui a un sujet. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que la culture pop, enfin, c'est tant mieux, c'est cool, Oui. tu vois. Surtout une saga comme So, qui a aussi suivi et tout, et qui parle de violence in fine, justement. Mais là, c'est assez catastrophique Ouais, et ça prouve, ça conclut un peu le truc, comme quoi, finalement, c'est vraiment, d'un côté, ils veulent, en fait, Lionsgate et Twisted Pictures ne peuvent pas laisser passer leur poule aux œufs d'or, c'est pas possible. À tout moment, ils leur disent, bah non, en fait, il faut que ça ressemble à un saut. C'est probablement pour ça qu'ils ont engagé Lynn Bousman et compagnie. Et de l'autre, il y a des gens qui essayent de raconter des trucs, c'est sûr. Je pense que Chris Rock a essayé de raconter des trucs avec son film, c'est sûr. Mais c'est pas compatible en fait. C'est juste pas possible. Il y a un moment, il faut choisir. C'est pas possible, tu vois. Oui, puis encore une fois, c'est même pas, pour quand même résumer, c'est pas un film où on sent qu'il y en a deux qui s'affrontent avec un truc qui part marcher un autre. C'est que aucun des deux ne marche. On se dit même pas qu'un des deux aurait dû gagner tellement les deux sont nuls. C'est qu'il y a, ça coexiste dans un univers où juste tout est ridicule et on dirait vraiment un sketch de 1h20 ou 30, je sais pas combien il dure pas longtemps, mais en temps ressenti c'est douloureux. Et aucun des deux n'a l'air d'avoir eu un tout petit peu d'énergie pour exister parce que vraiment, on peut faire aussi un mini commentaire sans spoil sur le fait que ça n'a pas grand rapport avec le reste de Saw. Donc si on y va en guettant des easter eggs et tout ça, toi qui connais plus mieux que moi, il y a rien, franchement, il y a 3 miettes. Très peu, qui oui. sont dans la promo, qui sont sur le pitch, sur... Il y a des clins d'œil, quoi. Mais bon, dans le petit clin d'œil, oui. Ouais. Ouais, c'est. Enfin bon, voilà, en tout cas. On peut conclure en disant que c'est un film qu'on conseille fortement et que l'été sera majestueux et que clairement il est dans le top 10 pour arriver dans les flops de ma fin d'année avec Black Widow. Hein, désolé. Pour l'instant, il est mal parti. C'est vrai qu'en plus, les gros blockbusters d'horreur commencent à arriver. Et, bah, c'est pas fameux parce que Conjuring 3, on avait parlé avec Simon, lui il est plus. Mais bon, on n'est pas les seuls à pas avoir trouvé ça incroyable. Je pense que ça n'a pas satisfait grand monde. Voilà. C'est vrai que voilà, on peut dire, il y a eu Conjuring qui était et maintenant il y a Spiral qui est. Ouais, heureusement qu'il reste David Gordon Green et Halloween Kills. Ah oui, j'espère qu'il sera mieux que Halloween. Et Candyman quand même, qui est très intéressant. Oui, mais c'est vrai qu'on n'est plus en été, on est en automne. C'est vrai, on aura largement le temps d'en parler après avoir fait une dépression sur cet été. Bien sûr, bien sûr. Bon bah j'arrête de parler de ce film, je te laisse conclure. On peut conclure d'ailleurs en disant que ce n'est pas terminé parce que ça marche. Mon Dieu. Pas trop mal apparemment. Je suis obligé de citer Bousman qui parle à Bloody Disgusting, qui a dit une phrase qui nous a tous fait pétri de terreur à écran large. Il a dit « Je pense qu'il y a beaucoup plus à dire et beaucoup plus que ce que je voudrais dire. Ce n'est pas parce que Spiral existe qu'il n'y aura jamais de saut neuf. C'est une diversion, c'est un chemin différent. Vous n'avez pas du tout fini de voir Tobin Bell, bien sûr, il est toujours là. » Si c'est un succès, je pense que vous verrez Spiral 2, puis vous verrez Saw 9, et puis vous verrez Spiral 3, et puis vous verrez Saw 10, et vous pourriez voir une série télévisée, soyons fous. Je pense donc que vous verrez, et alors attention, il le dit, le Marvelverse de la franchise Saw, où se déroulent différents scénarios. Et je pense que c'est ce que ça va être. Pitié, arrêtez d'aller voir ces films. On n'en peut plus. Non, pitié, faites-vous votre propre avis, mais pitié, n'y allez pas, croyez-nous. Soyons gentils. Oui, bien sûr, en réalité, allez quand même voir le film si ça vous intéresse. Vous allez rigoler. Si vous allez voir une comédie, peut-être que ça marche. On n'a pas testé comme ça. Tout à fait. Le film doit avoir des défenseurs, hein, comme toujours. On les attend. On les attend. On les attend dans les commentaires. Dites-nous pourquoi vous avez aimé Saw. Spiral, l'héritage of Saw, l'héritage de Saw. Sinon, vous avez 1 minute pour mettre vous abonner, etc. Sinon, vous réveillez dans une salle de bain avec une scie à côté de vous. Sinon, on vous dit à plus. On vous dit aussi qu'il y a d'autres films de genre très très cool en salle qu'il faut aller voir au-delà des grosses prod hollywoodienne, la promo des trucs plein de films français ultra cool, des vrais films d'épouvante comme The Deep House ou Méandre, qui doit plus être beaucoup à l'affiche, mais qui a été quand même un temps, des films super intéressants comme Teddy, des films super intelligents comme La Nuée. Allez-y, c'est très cool. Voilà, il y a une bonne diversité. Donc, si vous voulez du film d'horreur, il n'y a pas que Saw. Exactement. Et qui vous plaise ou pas, au moins eux ils racontent des trucs. Ouais. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Stop.